Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être un petit bilan lecture des familles. Je vais vous présenter tous les livres que j'ai lus au mois d'avril et jusqu'à mi-mai à peu près. Let's go! J'ai commencé le mois d'avril en lisant un livre de young adulte. C'est pas vraiment un style que je lis énormément, ça m'arrive de temps en temps, mais bon là j'avais très envie de lire celui-ci. Il s'agit de Erreur 404 d'Agnès Marot aux éditions Gulfstream. Dans leur collection électrogène. On est sur un roman d'anticipation qui se situe à la fin du siècle, en 2099. Et on va suivre Moon qui n'a qu'un rêve, c'est de devenir pro-gamer. Après 2 ans d'absence des réseaux, puisqu'on est dans un univers hyper connecté, où même les gens ont des puces comme insérées dans le cerveau pour pouvoir naviguer sur le net en quelques clignements d'yeux. Moon a été victime de discrimination parce que l'univers du jeu vidéo est très particulier. Avec Orion, donc son partenaire, ils vont décider tous les deux de participer au tournoi du nouveau jeu vidéo à la mode qui s'appelle Beasties et qui est en fait un espèce de Pokémon Go ++ avec réalité augmentée où en fait t'as une créature qui doit combattre la créature de ton adversaire, et la créature de Moon et de Orion s'appelle Loop et c'est une espèce de petite boule orange avec plein de poils qui a des bras trop longs pour son corps et qui s'exprime en faisant des pouics comme ça et qui fait que des bêtises, qui est trop attachant. Et donc Moon et Orion ainsi que Loop vont commencer à participer à ce fameux tournoi où à la clé on peut gagner de devenir pro gamer pour la firme IRL qui est la firme numéro 1 du jeu vidéo. Sauf que Moon cache un secret qui ne doit absolument pas être révélé. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre? Disons que c'est un livre un petit peu en demi-teinte parce que je pense que je n'étais pas forcément le public visé. On est vraiment dans un univers très young adulte avec beaucoup de références aux jeux vidéo qui est un univers que je connais un petit peu parce que mon copain est gamer mais moi pas trop, donc voilà. Mais ce que j'ai bien aimé c'est le côté vraiment futuriste, hyper connecté, avec la présence des réseaux sociaux évidemment, les viewers, les haters, etc. À l'intelligence artificielle, est-ce qu'on est dans la réalité, est-ce qu'on est dans la fiction, ça interroge beaucoup notre rapport à la réalité, donc ça c'était vraiment cool. Par contre j'ai trouvé qu'il y avait des passages un petit peu mous, notamment au milieu du roman où c'est un peu... Voilà, j'ai beaucoup aimé l'univers mais au bout d'un moment c'était un peu trop mou dans certains passages du milieu. Le secret de Moon, le fameux secret de Moon, je l'ai vu arriver très vite. Il n'est révélé qu'à la moitié du roman, mais moi j'avais de suite deviné de quoi il s'agissait. Alors je peux pas vous dire de quoi c'est parce que sinon ça serait vous spoiler, mais je trouvais ensuite le message véhiculé vraiment intéressant et très d'actualité, donc ça c'était vraiment cool. Et c'était marrant aussi, même si j'avais deviné de quoi il s'agissait, de voir si l'autrice allait se trahir dans le texte en lisant entre les lignes, et non pas du tout. Donc franchement c'était chapeau de sa part parce que c'était super dur de ne pas se trahir. Ce qui m'a dérangé aussi c'était qu'il y avait des passages un petit peu cucul à praline, fleurs bleues, un peu mièvre, et vous savez que moi ça c'est des trucs qui passent pas trop, j'aime pas trop tout ce qui est romance et compagnie, donc bof. Il y avait énormément de références à la pop culture de début des années 2000, donc de notre époque, avec beaucoup de références à Disney, Pinocchio, Réponse, mais aussi beaucoup de références évidemment à l'univers des jeux vidéo avec Pokémon Go, puisque Beasties est clairement inspiré de Pokémon Go. Il y a aussi des références à des jeux vidéo comme Fable, Life is Strange, The Witcher. Pour les gens qui aiment le gaming, je pense qu'ils vont s'y retrouver. Par contre, ce qui m'a beaucoup gêné dans ce livre, alors c'est censé être un one-shot, puisqu'on est dans la collection électrogène de chez Gulfstream, où ce sont que des one-shots. Et le précédent livre de l'autrice s'appelait IRL, et c'était aussi dans l'univers des jeux vidéo, mais plus version télé-réalité, je crois. Je l'ai pas lu donc je pourrais pas vous dire, mais j'ai trouvé que dans Erreur 404 il y avait énormément de références à IRL et c'était presque de l'auto-promotion en fait que faisait l'autrice, et c'était vraiment agaçant parce que je n'ai pas lu IRL et j'avais quand même l'impression d'avoir manqué quelque chose. Alors que c'est censé être des one-shots. Ce que j'ai bien aimé par contre, c'est que l'autrice propose une fin alternative ou à la manière des livres-jeux, des livres dont on est le héros. C'est-à-dire que si on veut choisir telle fin, on va à telle page, et si on veut choisir telle autre fin, on va à telle autre page. Donc ça c'était plutôt cool, ça restait vraiment dans l'esprit du livre. Mais par contre c'est vrai que juste avant, la fin était un petit peu cacophonique, on ne savait plus si on était dans le réel, si on était dans l'imaginaire, dans le virtuel, ou si on était dans la matrice ou pas, enfin je sais pas, c'était un petit peu flou et c'était vraiment
la cacophonie à la fin. C'était vraiment... j'avais du mal à comprendre. Alors peut-être c'était voulu, mais c'était un petit peu what the fuck. Plutôt une lecture en demi-teinte. Il y avait des choses, des éléments qui m'ont plu, d'autres moins, donc voilà. Si vous aimez l'univers des jeux vidéo et que vous aimez bien le young adult, je pense que vous pouvez trouver votre compte. Mais voilà, sinon vous pouvez toujours le découvrir si vous êtes comme moi et que vous connaissez pas trop. Ça reste quand même un livre qui nous fait sortir de nos sentiers battus. Mais voilà, pour moi ça a été un petit peu en demi-teinte. Ensuite, j'ai enchaîné avec un livre qui n'a rien à voir, on passe totalement à autre chose. Il s'agit de L'île aux poupées de Gad Stahl aux éditions Rebelle. Donc première fois pour moi que je lisais un livre des éditions Rebelle. Donc là on est sur un livre de fantastique horreur à partir de 18 ans, donc vraiment pour adultes avertis puisqu'il y a des scènes un peu gore et un peu trash et des scènes de sexe très crues, donc voilà, soyez avertis. Donc pour l'histoire, on va suivre Claire et Léa qui sont deux meilleures amies, elles ont la vingtaine d'années, 25 ans par là. Et elles ont l'habitude de partir entre filles. Chaque année, elles partent en vacances entre filles en laissant leurs copains respectifs, Thomas et Carlos, qui sont eux-mêmes meilleurs amis. Elles les laissent à la maison et bon voilà, ça se passe très bien d'habitude, sauf que là, ça fait 3 jours, elles sont parties au Mexique et elles n'ont pas donné une seule nouvelle, ni à leurs copains, ni à leurs parents. Donc là, ils commencent un petit peu à s'inquiéter. D'autant plus qu'ils ont vu qu'aux informations, il y avait eu des cadavres qui ont été retrouvés dans une barque non loin de là où séjournent les filles, puisque c'est un espèce d'archipel mexicain où il y a plusieurs petits îlots, dont le plus touristique est la fameuse île aux poupées, qui est en fait une île où la légende urbaine raconte qu'un vieillard habitait ici et qu'il collectionnait en fait les poupées pour en faire des offrandes au fantôme d'une fillette qui se serait noyée aux abords, donc Alejandra, la fillette en question. Sauf que depuis quelques années, le Julian, donc le vieil homme, est décédé. C'est une espèce d'attraction touristique, cette île où il y a plein de poupées, sauf qu'en fait c'est pas vraiment un mythe, c'est pas vraiment une légende, il y a vraiment... Enfin cette île est vraiment hantée par le fantôme de Julian, donc le vieux monsieur, qui a été pris en esclave par un démon qui a pris la possession lui-même du corps du fantôme d'Alejandra. Je sais pas si vous suivez. Et en fait, le démon oblige Julian à capturer les âmes de ses victimes pour les insérer dans le corps des poupées. Vous en doutez, Claire et Léa vont en faire les frais. Et on va suivre en parallèle donc Thomas, Carlos et les parents des filles qui vont essayer de comprendre ce qui se passe, pourquoi elles ont disparu, pourquoi elles ne donnent pas de nouvelles. Donc voilà, je préfère pas en dire plus parce que je trouve que la quatrième de couverture, il y a un élément qui n'arrive qu'à la toute fin du roman et du coup c'est hyper spoilant. Voilà, je n'ai pas compris cette quatrième parce que du coup moi je l'ai lu et je pensais que ça allait que l'élément en question allait arriver beaucoup plus tôt que ça et en fait ça arrive qu'à la fin, donc j'étais un petit peu déçue. J'avais vraiment envie d'aimer ce livre. Vraiment, le synopsis de base me vendait du rêve. Voilà, ce côté légende urbaine, un peu paranormal, horrifique et tout, avec cette île pleine de poupées, etc. où on emprisonne les âmes dans les poupées. Je trouvais ça super comme idée, mais ce livre, ça l'a pas fait. Pourquoi j'ai pas aimé ce livre? Déjà parce que ça se met lentement en place. Alors au début je m'étais dit bon essaye de voir ce que ça donne. Je trouvais vraiment que c'était un peu mou, surtout que les filles, bon, elles disparaissent mais ils s'inquiètent pas plus que ça au début, ils attendent qu'elles reviennent, leur vol de retour est prévu pour le dimanche suivant, sauf qu'elles ne sont pas à l'aéroport à l'heure prévue, donc là ils commencent à s'inquiéter tous. La seule chose qu'ils font c'est prévenir l'ambassade quoi, on dirait que tout le monde s'en fout. Les personnages étaient vraiment trop superficiels à mon goût, il n'y avait aucune psychologie, je me suis attachée à aucun d'eux, même à la limite j'avais envie de les frapper parce que voilà, je trouvais que les parents se ressemblaient les uns des autres puisqu'on a les parents de Léa, on a les parents de Claire, on a la mère de Thomas aussi, à part peut-être la mère de Léa qui a des pouvoirs un peu médiumniques où elle ressent des choses un petit peu par rapport au paranormal, et la mère de Claire qui est vraiment le stéréotype de la belle-mère acariâtre horrible. Mais à part ça, voilà, les parents se ressemblaient. Et puis alors est arrivée la scène de la fameuse séance de spiritisme qui se passe au milieu du roman. Et là, ça a été fini pour moi. Au début, j'attendais de voir. J'étais en train de me dire, bon, ben, vois ce que le livre a à te proposer, j'avais aucun préjugé là-dessus, mais à partir de cette fameuse scène de spiritisme, c'était terminé, je n'y arrivais plus, c'était...
Voilà, je ne voyais plus que les défauts de ce roman. Si vous ne voulez pas être spoilé, je vous conseille d'avancer un petit peu dans cette vidéo parce que je vais un petit peu parler de cette fameuse scène de spiritisme qui arrive au milieu. Donc, on va suivre Laure, qui est donc la mère de Léa, qui a des pouvoirs un petit peu médiumniques et a fait des cauchemars. Voilà, par rapport à la disparition de sa fille, elle fait beaucoup de cauchemars et elle aimerait comprendre la signification de ces cauchemars. Et donc elle décide de convoquer son ex-amant Christian, qui est en fait un gourou du spiritisme, et elle va faire ça avec son mari aussi, qui est vraiment sceptique et jaloux comme pas possible, donc Pascal son mari, qui va quand même accepter de faire cette séance de spiritisme avec son rival. Et donc tout ce petit monde s'installe sous la véranda, et là tu vois pas que Laure, donc la mère, commence à fantasmer sur un plan A3 sous la véranda alors que t'es censé être dévasté parce que ta fille, la chair de ta chair, a disparu à l'autre bout du monde quoi. C'était complètement what the fuck. Et puis des scènes vraiment de sexe très crues, vraiment détaillées, et qui ne servaient pas du tout l'histoire. Donc vraiment c'était, enfin le personnage de Laure, je l'ai absolument pas compris. Même le père Pascal se plaint que sa femme fait des cauchemars et l'empêche de dormir. Tu comprends, c'est tellement important ton sommeil alors que ta fille a disparu quoi. Enfin c'était un peu what the fuck. Ce qui m'a dérangé aussi dans ce livre, c'est les coquilles et les fautes d'orthographe. Il y en avait beaucoup, enfin assez pour que ça m'interpelle. Ça peut arriver qu'il y ait une ou deux coquilles dans un livre, c'est pas grave. Mais là il y en avait beaucoup. Alors c'est un petit livre qui fait 250 pages. Alors je comprends que Rebelle Édition, c'est une petite maison d'édition qui a été créée en 2011, ils sont seulement 2 et tu peux pas avoir le travail éditorial d'une équipe telle que Gallimard ou Albin Michel, mais quand même, tu vois, tu proposes un livre qui est à 17,50 €, ben relis-le, enfin je sais pas, fais plusieurs corrections. Donc là vraiment ça m'a gênée, mais pourtant j'ai trouvé que voilà, l'intrigue avait du potentiel, que la plume de l'autrice, qui est quand même une jeune autrice, je crois qu'elle a écrit un roman et quelques nouvelles, enfin 2 romans et quelques nouvelles, était très belle. Il y avait beaucoup de belles tournures de phrases, un vocabulaire riche. Voilà, il y a quand même du potentiel au niveau de la plume, mais pour moi, globalement, j'ai trouvé que le livre, dans son ensemble, manquait cruellement de maturité, manquait d'équilibre dans l'intrigue, et que voilà, ça aurait mérité plus d'approfondissement au niveau de la psychologie des personnages, au niveau aussi de l'atmosphère, surtout, ben, moi je vous en avais parlé aussi dans mon précédent update lecture où je vous parlais du Signal de Maxime Chatham, qui avait été aussi une déception. Parce que pour moi, quand on écrit un livre d'horreur, il faut que l'ambiance, l'atmosphère soit vraiment flippante. Et il y avait vraiment de quoi faire avec cette fameuse île aux poupées. Mais non, pour moi, ça manquait vraiment d'atmosphère et d'ambiance. Et voilà, ça aurait été peut-être mieux d'écrire peut-être 100, 150 pages de plus pour vraiment étoffer l'histoire. Donc voilà, il y avait du potentiel, j'avais vraiment envie d'aimer ce livre, mais malheureusement, ça ne l'a pas fait. Ensuite, je suis partie vers une valeur sûre parce que j'avais très envie d'avoir un coup de cœur, et ça a été, voilà, pas une surprise, mais j'ai adoré L'Égaré de Donato Carisi aux éditions Calman Levy Noir. Donc vous le savez si vous me suivez, mais Donato Carisi pour moi c'est le maître du polar contemporain d'aujourd'hui. Il est juste génial cet auteur. Donc là, comme vous le voyez, c'est la saga du chuchoteur, donc c'est le 3e tome. Peut-être qu'il y aura une suite, je sais pas, en tout cas la fin laisse présager potentiellement une suite. Donc le premier tome c'était le chuchoteur, ensuite il y avait l'écorché que j'avais beaucoup aimé sur la thématique du sommeil, et puis l'égaré que j'ai également énormément aimé. Voilà, ce livre c'était un véritable page turner, on va avoir un personnage de psychopathe qui fait vraiment flipper pour le coup. Donc on va suivre Samantha qui est une jeune adolescente de 13 ans qui va sur le chemin du collège un beau matin, et elle se regarde dans le rétroviseur d'une voiture qui est garée sur le bas-côté, et sauf qu'elle ne voit pas qu'il y a un homme déguisé en lapin géant qui est assis à l'arrière de cette voiture et qui l'observe. Et à partir de là, Samantha va disparaître et 15 ans vont s'écouler comme ça, alors que la police mène l'enquête, que les parents de Samantha ont mandaté un détective privé, dont la personne de Bruno Genko, mais lui va échouer également, et 15 ans se sont passés, Samantha va enfin être libérée. On va la retrouver dans les marécages, à moitié nue, la jambe
cassée, des écorchures partout. Et on va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Elle va affirmer elle passait tout ce temps enfermée dans un labyrinthe froid, humide, glauque. Elle n'avait qu'un Rubik's Cube pour avoir des récompenses en fait. Dès qu'elle alignait une face de couleur, elle pouvait avoir à manger, des vêtements, etc. Bon, on a ce personnage psychopathe Bunny, donc le lapin avec des yeux en forme de cœur qui faisait vraiment flipper. Et puis on va suivre Jenko, du coup le détective qui a envie de prendre sa revanche et de découvrir qui est ce fameux psychopathe déguisé en lapin géant. Et c'était juste génial. Donato Carrisi, c'est vraiment des intrigues très bien ficelées. On sent que le mec, il a bossé son truc, il est allé se documenter. On sent aussi qu'il met beaucoup, un point d'honneur à mettre de la psychologie dans ses personnages. Un twist final qui est vraiment sa marque de fabrique, qui est juste génial. J'avais pas du tout vu venir le truc. Donc du coup, au début, c'est vrai que je comprenais pas quel était le rapport avec les deux précédents tomes, puisque en fait... c'est des enquêtes à chaque fois qui se clôt, mais disons que c'est les personnages des enquêteurs, y a un fil conducteur à ce niveau-là, comme dans beaucoup de romans policiers, hein, je pense notamment à Camilla Lackberg, etc. Mais voilà, il y a quand même un rapport avec Mila Vasquez, avec les limbes, on retrouve Simon Berige qui était dans le tome 2, voilà. Donc c'était plutôt cool, mais je pense quand même que quelqu'un qui n'aurait pas lu le chuchoteur ni l'écorché peut quand même comprendre, même si... ça n'aura pas autant d'impact que quelqu'un qui aurait lu les deux précédents tomes. Mais voilà, ce livre, je vous le recommande à 2000%. Je sais qu'il a fait beaucoup parler de lui, que tout le monde l'a adoré, mais vraiment, c'était juste génial. Et pour finir, je vais vous parler d'un best-seller que tout le monde connaît à peu près. Il s'agit de La Servante écarlate de Margaret Atwood, ici publié chez Robert Laffont dans leur collection Pavillon Poche. Donc je pense que vous n'êtes pas passé à côté du phénomène La Servante écarlate. Moi je l'ai découvert avec la série que j'ai vue l'année dernière. J'avais vu les deux saisons, les deux premières saisons. Je les ai dégommées en quelques jours. J'ai adoré. C'est vraiment une série qui te fait flipper, mais en même temps t'es accroché, tu veux savoir la suite. Donc pour l'histoire, pour ceux qui ne connaîtraient pas, bon, déjà qu'est-ce que vous faites? Allez voir la série, lisez ce livre, c'est trop génial. Donc on est dans une société, alors c'est un roman dystopique, on ne sait pas trop si c'est de l'anticipation ou pas. La natalité est en berne, voilà, les gens sont de plus en plus stériles, les enfants ont beaucoup de mal à naître. Et ça devient problématique. On a un groupuscule religieux qui s'appelle la République de Gilead, qui va prendre le pouvoir, qui va faire un putsch et qui va prendre le pouvoir aux États-Unis et va instaurer une espèce de théocratie où en fait les gens sont rangés dans des espèces de castes, et notamment les femmes qui sont brimées, qui n'ont plus le droit à rien, elles n'ont plus le droit à l'éducation, elles n'ont plus le droit de lire ni d'écrire, etc. Elles vont être rangées en différentes castes, donc on a les épouses qui sont habillées en bleu et qui sont les épouses des hauts fonctionnaires, des commandants. Donc elles ont un pouvoir... Enfin voilà, c'est les moins à plaindre on va dire, mais elles sont stériles pour la plupart. On va avoir les Martha qui sont habillées en vert et qui sont un peu les bonnes à tout faire, qui sont stériles elles aussi et qui sont un petit peu voilà les cuisinières, les femmes de ménage. Et puis on a les servantes qui sont habillées en rouge, d'où la Servante écarlate, et qui sont en fait les seules femmes fertiles et qui vont être réquisitionnées pour être des utérus sur pattes non volontaires. Elles sont des mères porteuses, elles n'ont pas choisi, elles ont été arrachées à leur famille. Et on va suivre une servante en la personne de June. Enfin, on l'appelle plus June puisqu'on les a totalement dépossédées de leur prénom pour qu'elles prennent en fait le prénom du commandant qu'elles servent, enfin précédé de deux en fait pour la possession. Donc elle s'appelle De Fred parce que son commandant s'appelle Fred, donc elle s'appelle De Fred. Et donc elle fait partie de la maisonnée d'un commandant où en fait les servantes subissent lors de la cérémonie, c'est-à-dire tous les mois elles se font violer par le commandant en compagnie de leur épouse lors de leur ovulation en fait, afin de pouvoir procréer et pouvoir concevoir un enfant pour ce couple. Et du coup June ne rêve que d'une chose, c'est de pouvoir retrouver sa liberté, de s'évader, de retrouver les siens, son mari, sa petite fille qui lui ont été arrachés puisqu'en fait son mariage n'était pas considéré comme valide étant donné que son mari Luc avait déjà été marié à une précédente femme. Du coup c'est que les premiers mariages qui comptent, puisqu'on est vraiment dans une théocratie, une dictature basée sur la religion. On va voir comment est-ce que
ouais, ce régime totalitaire s'est mis en place. On va voir les flashbacks de la vie d'avant de June. Alors on est quand même sur un récit assez introspectif puisque June n'a rien le droit de faire, n'a pas beaucoup de liberté, elle sort juste pour faire les commissions, tout ce qu'elle doit dire est vraiment très millimétré. Donc on est vraiment sur quelque chose où il y a très peu de dialogue, où il y a beaucoup de descriptions. Mais c'est voilà, c'est très introspectif, mais ça va avec le thème. J'ai trouvé vraiment, j'étais agréablement surprise par la plume de Margaret Atwood qui est absolument sublime, qui est tout en finesse et en subtilité, où l'horreur n'est pas décrite mais suggérée, et c'est encore pire puisque ça laisse vraiment la place à l'imagination du lecteur. Et puis voilà, alors c'est vrai que ce premier tome est peut-être un peu lent comparé à la série puisque ça correspond, je dirais, à la première saison, et que la deuxième saison n'est pas là, mais ne vous en faites pas, il va y avoir un tome 2 qui va sortir au mois de septembre qui s'appelle Le Testament, et donc je pense que ça doit reprendre peut-être le synopsis, la trame de la saison 2 potentiellement. Il faut savoir que ce livre a été écrit en 85, donc la suite va sortir plus de 30 ans après. Est-ce que c'est dû au succès de la série? Potentiellement, je pense que oui. En tout cas voilà, moi j'adore la série, j'ai beaucoup aimé le livre et il me tarde la saison 3 qui sort au mois de juin prochain. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si je vous ai donné envie de lire certains de ces livres ou pas, n'hésitez pas à me dire tout ça. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne en cliquant sur ma tête juste ici, ou aller voir ma dernière vidéo si ce n'est toujours pas fait juste là. C'est gratuit et ça mange pas de pain. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite évidemment de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt. Ciao!